Je n'ai jamais aimé les applaudissements. Ils font trop de bruit pour si peu de vérité. Ce soir-là, à Lyon, la maison s'était habillée comme une veuve riche. Façade nettoyée au chiffon, lanterne allumée trop tôt, rideaux tirés comme si l'on craignait le regard des passants. Dans la cour, les graviers craquaient sous les souliers vernis, avec cette exactitude sèche qui rappelle aux gens d'où ils viennent, d'une lignée, d'un nom, d'une discipline. Julien avait été major de promotion, m'a-t-on répété. Une grande école de commerce à Paris, un de ces temples modernes où l'on apprend à parler en chiffres sans jamais rougir. Sa mère avait fait venir un traiteur discret, ce qui signifiait, bien sûr, des nappes plus blanches que la neige et des serveurs silencieux comme des domestiques de roman. Les verres à pied alignés semblaient attendre un jugement. Je l'ai observé dès son entrée. Il portait le costume qu'on porte quand on veut appartenir à une photo de famille. Tout était à sa place, la cravate, la chemise, le sourire. Tout, sauf les yeux. Il regardait comme on écoute, à travers. « Félicitations, mon chéri !» a soupiré sa mère, déjà prête à pleurer comme on signe un protocole. Son père lui a serré la main d'un geste bref, un geste d'homme qui croit que la tendresse se dévalorise si elle s'étire trop longtemps. « Tu vas enfin entrer dans le réel », a-t-il dit, comme si le réel était un bureau vitré. J'ai attendu que les couverts cessent de tinter. Dans notre monde, la parole importante n'arrive jamais pendant le bruit. Elle arrive quand le silence s'installe et que chacun s'y tient, comme dans une chapelle. À table, l'étiquette faisait son œuvre. On ne se servait pas avant la maîtresse de maison, on ne coupait pas la parole à un aîné, on laissait la plaisanterie aux hommes qui se croient spirituels. Julien, lui, jouait parfaitement le rôle. Il remerciait, il acquiesçait, il souriait à la bonne seconde. Mais il gardait ses mains trop serrées, comme si elles avaient été dressées à ne toucher que du papier. Les bougies projetaient sur les murs des ombres qui ressemblaient à des grilles. Cela m'a amusé. Notre famille adore les barreaux, il rassure. Quand vint le moment du cadeau, je me suis levée. On m'a fait de la place comme on m'écarte des rideaux, avec respect et une légère inquiétude. J'ai posé devant lui l'écrin long et sombre, un cuir lisse, une fermeture sans bruit. Julien. Il a relevé la tête. Ce fut très court, mais j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas d'orgueil, pas même de joie, plutôt une fatigue ancienne. J'ai ouvert l'écrin. Le stylo-plume était là, nimbé d'or, lourd comme un engagement. Une plume fine, une gravure discrète de nos initiales, et sur le capuchon, un filigrane qui rappelait nos armoiries. Ceci n'est pas un bijou, ai-je dit. C'est un outil. Dans notre famille, on ne signe pas avec n'importe quoi. On signe avec ce qui dure. Il a pris le stylo. Je l'ai vu le sous-peser, comme on jauge un objet dont on connaît déjà le prix. « Merci, grand-mère », a-t-il murmuré. Sa voix était parfaite, assez basse pour sembler intime, assez claire pour être entendue. Son père a souri, satisfait. « Tu vas pouvoir paraffer les premiers dossiers dès lundi, le conseil attend. » Julien a reposé le stylo sur la nappe, parallèle au couvert, avec une précision presque militaire. Et il n'a rien dit. Pas un refus, pas un assentiment, juste ce silence, celui qui n'est pas vide, mais plein d'une décision tenue secrète. Je l'ai regardé plus attentivement, comme je regardais autrefois les pièces de ferronnerie du portail, les volutes, les torsades, les feuilles d'acanthène martelées à la main. On croit que le fer obéit. En réalité, il a sa mémoire. Il résiste là où on ne l'attend pas. Ce soir-là, dans la lumière douce des bougies, j'ai compris que mon petit-fils avait déjà choisi son feu et que ce stylo, si noble soit-il, risquait d'être qu'un objet froid entre ses doigts. Je n'ai pas interrogé Julien. Je ne suis pas de celles qui forcent une confession au dessert. J'ai simplement ajouté, avec un sourire qui semblait bénin, « La réussite, mon cher, n'est pas toujours là où l'on vous applaudit. Parfois, elle se cache là où on se brûle. » Son regard a tressailli, à peine, comme une étincelle qu'on aurait surprise. On croit toujours que les scandales arrivent en criant. En vérité,
Dans les familles comme la nôtre, ils arrivent avec une serviette bien pliée et un sourire qui ne tremble pas. Le dessert venait d'être servi, une poire pochée, trop parfaite pour être honnête, lorsque Julian a demandé, d'une voix polie, si l'on pouvait l'écouter un instant. Il n'a pas tapé son verre, il n'a pas levé la main. Il a simplement posé sa fourchette au même endroit exact où il avait posé mon stylo, comme s'il alignait les preuves. Sa mère a eu ce réflexe des femmes élégantes. Elle a redressé légèrement le dos, prête à recevoir une annonce comme on reçoit un diagnostic. Son père, lui, a croisé les doigts, persuadé qu'il allait entendre le mot acquisition, fusion ou promotion. Julian a regardé chacun de nous, sans défi, sans supplication, avec cette neutralité qui, chez un jeune homme, ressemble parfois à du courage. « Je vous remercie pour cette soirée et pour tout ce que vous avez construit, » a-t-il commencé. « Mais je dois vous dire quelque chose avant que la semaine ne commence. » Il a marqué une pause. Dans cette pause, j'ai entendu la maison respirer. Le parquet, la vaisselle, même les portraits accrochés au mur semblaient retenir leur avis. « J'ai passé un CAP, » a-t-il dit enfin. « Un CAP ferronnerie d'art. » Le silence qui a suivi n'a pas été vide. Il a été lourd, chargé de classes sociales, de bibliothèques, de diplômes encadrés dans des salons. Sa mère a cligné les yeux, comme si elle cherchait la définition exacte du mot CAP dans un dictionnaire qu'elle refusait d'ouvrir. « Un quoi ?» a-t-elle soufflé, sans élever la voix. Chez nous, l'horreur se prononce bas. Son père a posé sa cuillère avec un soin excessif. « Tu plaisantes », a-t-il dit. Pas une question, une correction. Julien a secoué la tête. Je l'ai préparé discrètement, en parallèle. C'est un diplôme d'État, un vrai. 2 ans de formation, de pratique, d'épreuves. Je l'ai obtenu. Et j'ai signé un bail pour un atelier à la Guillotière. La Guillotière, ce quartier pour eux, avait l'odeur du métro et des mains qui travaillent, un monde où l'on ne dit pas patrimoine, mais réparation. Sa mère a tenté un rire, un de ces rires d'urgence qui servent à sauver la porcelaine. « Mais à la Guillotière, mais enfin mon chéri, tu veux dire un atelier de design, une start-up artisanale ?» Julian a eu un sourire mince. « Non, maman, un atelier, avec une enclume, une forge, un poste à souder, une table de traçage et des étaux qui ne servent pas à tenir des discours. » Là, j'ai vu le rouge monter sur les joues de son père. Pas la colère bruyante, non, cette indignation sèche des hommes qui confondent la dignité et le statut. « Tu as fait HEC pour devenir, » il a avalé le mot comme une insulte, « un ouvrier ?» Julien n'a pas bronché. J'ai fait une grande école pour apprendre à comprendre le monde, et j'ai fait un CAP pour apprendre à le toucher. Ce n'est pas contradictoire. Je dois reconnaître une chose, il parlait bien, pas comme un adolescent révolté, comme quelqu'un qui a réfléchi jusqu'au bout, qui a lu les conditions, vérifié les dates, respecté les procédures. Cela m'a irrité et en même temps, cela m'a plu. Le CAP ferronnerie d'art m'a appris le traçage, la mise en forme, le forgeage, le martelage, le rivetage et même la restauration de pièces anciennes. On ne bricole pas, on lit le métal comme on lit un texte. Il a jeté un regard vers le portail, invisible depuis la salle, mais présent dans nos têtes, comme un emblème. Je veux faire de la ferronnerie d'art, du vrai travail, grille, rampe, garde-corps et restauration, pas des décorations jetables, du durable. Sa mère a bléni. Mais la famille, et le groupe, et ce que ton grand-père a bâti. Julian a répondu sans dureté, mais avec une netteté qui coupait. Justement, ce que grand-père a bâti, ce n'est pas une entreprise, c'est une maison, un nom, un patrimoine. Et le patrimoine, parfois se défend mieux avec des mains qu'avec des tableaux Excel. Son père a lâché enfin ce que tout le monde pensait. C'est une humiliation. Alors j'ai pris la parole, non pour calmer, pour mesurer. Une humiliation, mon fils, ai-je dit,
en regardant mon propre enfant, ce n'est pas d'apprendre un métier, c'est de croire qu'un métier s'allie. Il m'a regardé, surpris. Je ne lui ai rien donné, pas encore. Je n'offre jamais mon soutien avant d'avoir vu le prix. Julien a repris plus bas. Je n'ai pas utilisé le nom de la famille, je n'ai demandé aucune faveur. J'ai suivi les règles, j'ai passé les épreuves et j'ai payé ce bail. Il a posé sur la table une petite enveloppe. À l'intérieur, j'ai aperçu, sans le toucher, un document plié, avec en haut des mots officiels. La réalité, en noir et blanc. Son père n'a pas pris l'enveloppe. Tu veux être un artiste, très bien, mais sache que l'art dans cette maison se regarde, il ne se fait pas. Julien a levé les yeux vers lui. Alors c'est peut-être pour ça que votre portail tombe en silence, parce qu'ici on regarde trop et on fait trop peu. Ce n'était pas une provocation, c'était une phrase d'atelier jetée dans un salon, une étincelle sur une nappe blanche. Et moi, Geneviève, je me suis contentée de sourire, un sourire imperceptible, comme une lame rentrée dans son fourreau. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris. Le combat ne serait pas entre Julien et son père, il serait entre Julien et moi, entre le feu et la forme, entre l'héritage et la main qui ose le reprendre. Le lendemain, la maison avait retrouvé son ordre, ce qui est une autre façon de dire elle avait refermé sa bouche. À l'aube, Lyon se découpait dans une brume froide. Depuis ma fenêtre, je voyais les façades modernes du quartier d'affaires se refléter dans le Rhône, comme des promesses répétées. Plus loin, du côté des rues anciennes, les ateliers dormaient encore, cachés derrière des rideaux métalliques tagués. 2 villes, 2 langages, et entre les deux, un petit-fils qui venait de poser une allumette sur un tapis persan. J'ai fait appeler Julian dans le petit salon, celui où l'on ne reçoit pas les amis, mais les décisions. On y sert le thé dans des tasses fines, non pour le plaisir, mais pour rappeler à l'interlocuteur qu'il doit tenir quelque chose de fragile. Il est entré, sans empressement. Je l'ai noté. Il n'était ni honteux, ni triomphant, seulement déterminé. Ce genre de détermination m'a toujours inspiré une méfiance presque tendre. Chez les jeunes, la volonté est un cheval fou, admirable, mais dangereux pour les meubles. Je l'ai fait asseoir, pas face à moi, ce serait une scène de tribunal, légèrement de côté, comme on place un partenaire de duel, assez près pour entendre, assez loin pour ne pas confondre l'intime et le pouvoir. « Vous avez mal dormi ?» ai-je demandé. « Un peu », a-t-il répondu, « mais j'ai connu pire. Pendant les périodes d'atelier, on se lève avant le jour, la forge ne vous attend pas. » Il avait glissé ce mot « forge » comme on pose une pièce brûlante sur une table de marbre. J'ai souri, à peine. « Votre père est furieux, votre mère est blessée. Ce sont des émotions coûteuses. Elles usent les gens, surtout quand ils se croient irréprochables. » Julian n'a pas protesté. Il attendait. Il avait compris. Ce n'était pas une conversation, c'était une épreuve. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au secrétaire où depuis des années je range les papiers de famille, les contrats, les notaires, les lettres anciennes. La vraie mémoire d'une lignée n'est pas dans les albums, elle est dans les dossiers. « Vous voulez vivre comme un artisan ?» ai-je dit sans me retourner. « Très bien, mais vous ne serez pas un artisan de salon. » Je me suis retournée avec une enveloppe plus épaisse que celle de la veille. Je l'ai posée sur la table, entre nous, comme un pain qu'on ne rompt pas. Voici ce que je vous propose, ou plutôt ce que je vous impose, si vous souhaitez rester cohérent. Il a jeté un coup d'œil à l'enveloppe, mais il ne l'a pas ouverte. Bonne manière. On ne s'empare pas d'un document devant celui qui le détient. C'est une règle d'étiquette aussi vieille que le mensonge. Premièrement, vous quittez la maison, aujourd'hui, pas en drame, avec vos affaires. Vous prendrez un appartement, modeste si cela vous amuse, mais à votre nom. Je l'ai vu inspirer, puis expirer lentement. Je m'y attendais, a-t-il dit. Deuxièmement, vous financez votre vie et votre atelier sans 1 centime de notre groupe.
Aucun virement, aucun coup de pouce. Si vous tombez, vous tomberez comme tout le monde, sans matelas de velours. Il a hoché la tête. J'ai des économies et j'ai prévu un budget. J'ai même... Il s'est interrompu, puis a repris avec prudence. J'ai prévu le coût des consommables, gaz, charbon, baguettes, disques, patines, apprêts, EPI. Cette liste m'a surprise par sa précision. Les jeunes héritiers savent rarement le prix d'une paire de gants, encore moins celui d'une électrode. Troisièmement, j'ai continué, vous ne ferez pas commerce de notre nom. Pas de « de » sur une enseigne, pas de carte de visite qui sente la dynastie. Vous serez Julian, rien d'autre. Si vos mains valent quelque chose, elles le prouveront sans blason. Il a levé les yeux. Je n'ai jamais voulu l'utiliser. Les bonnes intentions, j'ai répondu, ne suffisent pas. Elles doivent être encadrées. Je me suis assise et j'ai pris ma tasse. Le thé était chaud, presque agressif, comme certaines vérités. Quatrièmement, vous ne tenterez pas de revenir par la petite porte, ni par les relations, ni par les invitations mondaines où l'on vous exhiberait comme une curiosité. Notre fils le forgeron, comme on dirait notre fils le photographe. Julian a eu un sourire bref, une étincelle de cette ironie française qui sauve l'orgueil sans faire de bruit. Je vous rassure, grand-mère, je n'ai aucune vocation à être un accessoire de conversation. Enfin, j'ai posé le dernier point, le plus important, avec douceur, ce qui chez moi signifie sans possibilité de négociation. Quinzièmement, si vous échouez, vous assumerez. Vous ne demanderez pas qu'on efface votre chute. Et si vous réussissez, je me suis arrêtée. Je l'ai regardé, vraiment, pas comme un héritier, comme un matériau. Si vous réussissez, alors vous aurez gagné le droit de me contredire, ce qui, dans cette famille, est une promotion bien plus rare qu'un diplôme parisien. Julian a pris enfin l'enveloppe, l'a soupesée, puis l'a reposée. Vous appelez cela une sanction. Moi, j'y vois une forme de respect. Vous me traitez comme un adulte. J'ai incliné la tête. Je vous traite comme un métal au feu. On ne sait jamais au départ s'il deviendra une lame ou s'il se fendra. Il s'est levé, prêt à partir. Avant de franchir la porte, il a ajouté, presque doucement, « Je ne vous décevrai pas, pas au sens où ils l'entendent. » Je suis restée seule avec le cliquetis discret de la porcelaine, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose d'inconfortable remuer sous ma rigueur, une inquiétude. Car en le chassant, je croyais l'endurcir, mais peut-être venais-je sans le vouloir de lui donner exactement ce dont il avait besoin, le vide, le froid et l'espace pour allumer son feu. On m'a dit qu'il s'était installé sans faire de vagues. C'est une formule de famille. Elle signifie qu'il a renoncé au domestique, au drap repassé, au silence confortable, qu'il a choisi la fatigue qui colle à la peau. Je ne suis pas allée le voir tout de suite. Dans mon monde, l'empressement ressemble à un aveu. J'ai donc attendu, comme on attend que la braise prenne, sans la toucher, mais en surveillant la fumée. Les premiers jours, j'ai eu des nouvelles par des biais minuscules, une facture de gaz livrée à un nom que je reconnaissais, un appel d'un agent immobilier qui me demandait, par politesse, si Monsieur Julien avait bien l'autorisation d'exercer une activité à risque dans un local de cour. J'ai répondu avec la même neutralité qu'on emploie face à un médecin. Il est majeur. Il a choisi. Et puis, un matin, mon chauffeur a prononcé une phrase qui m'a arrêtée. « Madame, votre petit-fils a des mains de quelqu'un qui apprend. » Je n'ai pas demandé comment il le savait. Je l'ai su à sa façon de détourner le regard, comme si les mains brûlées étaient une indiscrétion. L'atelier était dans un quartier où Lyon change de visage. À quelques rues, les façades vitrées des bureaux reflétaient des silhouettes pressées, propres, sans poussière. Ici, le verre n'avait plus le dernier mot. Les murs portaient des traces anciennes, suie, coups, couches de peinture superposées comme des saisons. Devant la porte métallique, une odeur de métal chauffé s'accrochait à l'air, entêtante, presque intime. Je l'imaginais à l'intérieur,
dans cette lumière qui ne pardonne pas, l'éclair bleu d'une soudure, le rouge orangé d'une pièce sortie de la forge, les étincelles qui jaillissent quand on meule un fer plat, comme si l'on arrachait des étoiles à un objet obstiné. Julien avait beau être diplômé de Paris, le fer ne reconnaît pas les promotions, il reconnaît la main, et la main, au début, tremble. On m'a rapporté qu'il arrivait avant les autres, qu'il balayait lui-même la poussière de calamine, qu'il rangeait ses outils avec cette manie presque aristocratique de l'ordre, marteau aligné, pince suspendue, boutterolles et étampes soigneusement enveloppées, la discipline de salon transposée dans un monde qui l'atteste. Les ouvriers, les vrais, ceux qui ont des coudes comme des charnières et des regards qui mesurent tout, le regardaient avec un mélange de curiosité et d'ironie. « Alors, le Parisien, tu vas nous faire une volute instagrammable ?» aurait lancé l'un d'eux. Julien n'aurait pas répondu. Il aurait simplement pris un rond d'acier, chauffé au rouge cerise, et tenté le cintrage à l'enclume. Le geste au départ est toujours trop propre. Il manque de poids, il manque de colère. Le métal, lui, exige de la vérité. Ses mains se sont marquées vite, brûlures fines aux jointures, ampoules ouvertes sous les grandes croûtes, une entaille au pouce, pas profonde, mais humiliante. La peau claire, habituée au papier, découvrait la loi du feu. On apprend en payant. On m'a dit aussi qu'il s'obstinait à comprendre les anciens assemblages, tenons, mortaises, rivets forgés, torsades régulières, feuilles d'acanthe au marteau à planer, qu'il comparait les techniques, soudure MIG pour la solidité, brasure pour la finesse, patine pour retrouver le temps sans le singer. Qu'il parlait peu, mais qu'il posait des questions précises, celles qui trahissent un esprit sérieux. Les autres ont fini par cesser de rire, pas par gentillesse, par respect, le respect austère des ateliers, celui qui ne se donne qu'à ceux qui reviennent le lendemain malgré la douleur. Et moi, dans ma maison trop calme, j'ai senti une pensée dérangeante s'installer, comme une odeur de forge dans un tissu précieux. Si Julien tenait bon, alors ce n'était pas une crise, c'était une conversion. Une partie de moi espérait encore qu'il se lasse, qu'il revienne au vers et au contrat, mais une autre, plus secrète, plus ancienne, reconnaissait déjà la beauté d'un homme qui accepte de se salir pour mériter ce qu'il aime. La tempête est arrivée un dimanche, comme si le ciel savait choisir les jours où l'on croit pouvoir se reposer. Le vent a d'abord joué avec les arbres du parc, d'une main légère, presque insolente. Puis il s'est durci. Il a frappé les volets comme un visiteur qui n'a pas été invité, mais qui se croit chez lui. La pluie, elle, n'était plus de l'eau, c'était une poussière glacée, fouettante, qui essassait les contours et rendait tout plus vieux, plus fragile. À 19h, l'électricité a vacillé. Une maison comme la nôtre supporte mal l'imprévu. Elle est conçue pour l'éternité, pas pour les caprices de la météo. Les domestiques ont allumé des bougies et j'ai retrouvé, malgré moi, la lumière tremblante de la veille du diplôme, cette même lumière qui dévoile les fissures. C'est à 22h que j'ai entendu le bruit, un choc sourd, profond, suivi d'un long gémissement de métal. Pas un fracas net, plutôt la plainte d'une structure qui cède après avoir résisté trop longtemps. J'ai su immédiatement ce que c'était. Dans une maison, certaines choses ont une voix reconnaissable, la cheminée, le plancher et ce portail. Le portail du XVIIIe siècle, notre fierté, notre signature sur la rue. Une pièce de ferronnerie d'art comme on n'en commande plus, deux vantaux hauts, nervurés, ornés de volutes et de rinceaux, feuilles d'acanthe martelées à la main, pointe de lance sobre et au centre un médaillon aux initiales de la lignée. J'avais grandi avec lui comme on grandit avec un grand-père, on le croit indestructible parce qu'il a déjà survécu à temps. Je suis sortie sous mon manteau sans attendre qu'on me propose un parapluie. Le vent m'a giflé. J'ai avancé sur les graviers, mon pas étonnamment stable, porté par une colère froide.
Les lanternes de la cour éclairaient une scène absurde. Un des vantaux s'était arraché partiellement de ses gonds. La charnière supérieure, une pièce forgée, magnifique, vieille de 2 siècles, avait plié comme un poignet trop longtemps orgueilleux. Le fer n'était pas brisé net, il avait été tordu, vrillé, déformé. Le médaillon central était cabossé. Une volute avait cédé, écrasée contre la pierre. Et là, sur la surface noire, on voyait des lignes plus claires, le métal mis à nu, comme une peau arrachée. Mon intendant est arrivé en courant, essoufflé, dramatique comme il faut. « Madame, c'est catastrophique. On va appeler un serrurier immédiatement. » J'ai tourné la tête vers lui. « Un serrurier ?» ai-je répété doucement. Il a compris qu'il venait de prononcer le mot de trop, comme on sert un vin médiocre à une table exigeante. On a appelé, malgré tout, des spécialistes. Dans les jours suivants, ils sont venus par petits groupes, experts en restauration, architectes du patrimoine, artisans recommandés par des amis. Ils ont tous fait la même chose. Ils ont commencé par admirer, puis ils ont blêmi. Les assemblages sont anciens, a dit l'un en caressant du regard les rivets forgés. C'est du travail d'époque. On peut consolider, mais... La courbure a été prise dans la masse, a murmuré un autre, presque jaloux. Sans gabarit moderne, reproduire ça, c'est compliqué. Un troisième a soupiré, en homme prudent. Madame, on peut refaire dans l'esprit, on peut souder, meuler, masquer, mais retrouver la main d'origine. Il n'a pas terminé sa phrase, il n'en avait pas besoin. Je l'ai achevé moi-même, intérieurement. C'est perdu. Le mot s'est installé en moi comme une écharde, perdu, comme si la beauté pouvait disparaître d'un coup de vent. Le soir, seul, j'ai touché le métal froid du portail. J'ai senti sous mes doigts la rugosité de la calamine, la trace du temps, l'irrégularité précieuse du martelage. Ce n'était pas seulement un objet, c'était une mémoire, et la mémoire, lorsqu'elle se déforme, accuse. Je me suis surprise à penser à Juliane, à ses mains brûlées, à ses étaux, à sa forge, à ses nuits, et à cette phrase qu'il avait jetée comme une étincelle. Le patrimoine se défend mieux avec des mains qu'avec des tableaux Excel. Je n'aime pas les coïncidences, elles ont toujours l'air d'un piège. J'ai appelé son père. Le portail est tombé, ai-je dit. Il a répondu trop vite. On va le faire remplacer. On en commandera un nouveau, plus solide, plus moderne. Je me suis tue 1 seconde pour que le silence fasse son travail. Un nouveau, ai-je repris, vous parlez comme on parle d'un meuble Ikea. Ce portail est un témoin. On ne remplace pas un témoin, on l'écoute. Il a bredouillé quelque chose sur les assurances, sur les délais, sur les coûts. Je l'ai interrompu très calmement. Ne faites rien. Pas encore. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé les volutes tordues sous la lumière du soir. Elles ressemblaient à une phrase interrompue. Et pour la première fois, j'ai accepté une idée que je repoussais depuis le dîner. Peut-être que la maison, elle aussi, avait besoin de Juliane, pas comme héritier en costume, comme artisan du feu. Au fond, le portail blessé venait de poser une question que aucun conseil d'administration ne sait résoudre. Qui, dans cette famille, est encore capable de réparer ce qui ne se rachète pas? Je n'ai annoncé ma sortie à personne. Dans ma maison, on confond trop vite un déplacement avec une capitulation. Je suis donc partie comme on commet une infidélité, avec une discrétion parfaite. Le chauffeur a pris les quais. Lyon glissait derrière la vitre. Les immeubles de bureaux, nets, impeccables, où l'on fabrique des décisions propres, puis peu à peu, les rues plus basses, plus bruyantes, où l'on fabrique des choses qui tâchent. Je regardais les reflets dans le verre, ce double monde qui se superpose sans jamais se mélanger. C'est cela, au fond, que Julien avait osé, mélanger. Nous nous sommes arrêtés à distance de l'atelier. Je n'ai pas voulu qu'on me voie entrer dans cette rue comme une grande dame en pèlerinage. J'ai dit au chauffeur d'attendre,
et j'ai marché seule les derniers mètres. Mes chaussures ont heurté le trottoir avec une sécheresse qui m'a rappelé les graviers de la cour. La même musique, mais un autre décor. La porte métallique du local était entr'ouverte. Rien d'élégant, rien d'invitant, et pourtant, l'air qui s'en échappait avait une chaleur particulière, une odeur de fer chauffé, de flux, de graisse, de bois brûlé, une odeur de vérité. Je me suis tenue dans l'ombre d'une façade, comme une spectatrice tardive. À l'intérieur, l'atelier vibrait. Un poste à souder crachait une lumière bleue, presque surnaturelle, qui découpait les silhouettes en négatif. L'éclair d'arc, bref et violent, faisait danser sur les murs des ombres de pinces, de marteaux et de barres d'acier, comme des branches noires. Julien était là, courbé sur une pièce posée sur la table de montage. Il portait un tablier de cuir, taché, marqué. Il avait les manches retroussées. Et ses mains m'ont frappé plus que tout. Elles n'avaient plus l'air d'appartenir à un garçon de cérémonie. Elles portaient déjà ce langage. Brûlures ponctuelles, peau rougie, ongles noircis malgré le savon, petite cicatrice fraîche. La main n'avait pas honte. Elle apprenait. Je l'ai vu s'interrompre, enlever son masque, s'essuyer le front du revers du gant, geste maladroit, presque enfantin, puis reprendre. Il ajustait un assemblage comme on ajuste une phrase. Il posait la pièce, traçait à la craie, vérifiait l'angle. Il travaillait avec une concentration qui n'était pas de l'orgueil, c'était une nécessité. Sur un chevalet, des feuilles étaient punaisées. Je me suis approchée d'un pas, sans entrer encore, juste assez pour distinguer. Des dessins, des croquis précis, profils de volutes, sections de barreaux, détails de feuilles d'acanthe, plans d'assemblage, et au milieu, une silhouette familière, notre portail, schématisé, annoté, découpé en zones à reprendre. Je suis restée immobile. Il avait donc récupéré des archives, il avait donc fouillé dans les cartons, dans les plans oubliés, dans les dessins de l'époque où l'on construisait pour durer. Sur une feuille, il avait écrit en lettres sobres « Reprise des rinceaux, conservation du martelage ancien, rivet forgé à reproduire ». Un homme plus âgé, un ouvrier probablement, s'est approché de lui. Je n'ai pas entendu tout, mais j'ai saisi la phrase qui compte, celle qui ne se dit pas pour flatter. « Tu as compris, toi. Le faire, ça ne se dompte pas, ça se convainc. » Julien a répondu sans lever les yeux. « Je ne veux pas le forcer, je veux retrouver le geste, même si je dois utiliser des moyens modernes pour sauver l'ancien. » Je l'ai vu alors sortir un petit carnet, gribouillé, où il notait des termes et des mesures, cordon, chanfrein, mise en forme, récuit, patine, brasure, martelage de finition. Il avait l'air d'un étudiant, oui, mais d'un étudiant du réel. Ce qui m'a troublée, ce n'était pas qu'il travaille, c'était la façon dont il travaillait, sans chercher à être vu. Dans notre monde, l'effort est souvent une mise en scène. Ici, l'effort était une solitude, et cette solitude donnait à son visage une gravité nouvelle, presque adulte. J'ai reculé légèrement quand la porte a grincé. Un courant d'air a fait frissonner la flamme de la forge. Une étincelle a filé au sol, minuscule, vive, comme un insecte lumineux. Julien a levé la tête, alerté par le bruit. Il a regardé vers l'ouverture. Je me suis figée dans l'ombre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait vue. Ses yeux ont balayé la rue, puis sont revenus à l'atelier. Il a remis son masque. Il a repris le cordon de soudure, et la lumière bleue a de nouveau éclaté, lavant tout de son éclat cru. Je suis restée là, un moment encore, le cœur étrangement serré. Je n'étais pas venue pour l'encourager, je n'étais pas venue pour m'attendrir. J'étais venue pour constater un échec, et je venais, malgré moi, de voir naître un artisan. En repartant, j'ai pensé à notre portage blessé, à ces experts qui avaient parlé de remplacer, et j'ai compris la première vérité du métal. Ce qui a une âme ne se remplace pas. On le répare ou on le perd. Je suis revenue le soir même. Il y a des décisions qui, une fois prises, ne supportent pas le lendemain. Le lendemain apporte les excuses, les prudences, les conseils inutiles. Moi, je voulais la netteté.
Je voulais voir si Julien savait défendre son feu autrement qu'avec des phrases. La rue avait changé de visage. Moins de voitures, plus d'ombre. Les vitrines des bureaux, plus loin, renvoyaient une lumière blanche, froide, comme celle des hôpitaux. Ici, la lumière venait du sol, du ventre de l'atelier, orange et vivante. On entendait le frottement d'une brosse métallique, le claquement sec d'un marteau sur l'enclume, un son qui n'applaudit personne, mais qui juge tout. J'ai poussé la porte. Elle a résisté 1 seconde, puis cédé avec un grincement. Une odeur de métal chaud m'a enveloppé. Julien s'est retourné, surpris, mais il n'a pas reculé. Je lui ai accordé ce point. Il n'a pas eu l'air d'un enfant pris en faute. Il a simplement retiré son masque, comme on découvre son visage devant quelqu'un qui compte. « Grand-mère » a-t-il dit. J'ai regardé autour de moi, sans commentaire. Les murs portaient des traces de suie. Les outils étaient rangés avec une rigueur presque insolente. Sur la table de traçage, des règles, un compas, une équerre. À côté, un gabarit en bois, des barres d'acier plat, des ronds torsadés, des chutes de fer forgé. Ce n'était pas un caprice, c'était un territoire. « Vous m'attendiez » ai-je demandé. « Non » a-t-il répondu avec un sourire bref. Je n'avais pas ce luxe. Je me suis approché de la table où étaient punaisés les dessins. Il y avait au centre le plan du portail. Les rinceaux étaient tracés au crayon, puis repris à l'encre, comme si la main avait dû convaincre l'œil. Des annotations précises entouraient chaque volute. Rayons de courbure, épaisseur de matière, points d'assemblage. « Vous travaillez sur le portail » ai-je constaté. « Oui. »« Avec quel droit » ai-je demandé d'un ton neutre. Julien n'a pas sauté dans le piège. Il n'a pas répondu par l'émotion, mais par la méthode. Avec aucun droit, pour l'instant. Je prépare une proposition, une vraie, avec les étapes, les risques, les coûts, les temps de chauffe, les points de reprise, et ce qui peut rester d'origine. Je l'ai regardé. Vous parlez comme un directeur de projet. Il a aussi légèrement les épaules. On ne restaure pas un portail de XVIIIe siècle comme on recolle une chaise. Il faut un diagnostic, déformation des vantaux, fatigue des gonds, fissure au point de contrainte. Il faut décider ce qu'on redresse, ce qu'on remplace, ce qu'on consolide. Et surtout, il a marqué un temps, puis a ajouté plus bas, surtout, il faut respecter la main qui l'a fait. Cette phrase dans cette bouche m'a touchée comme une insulte à mon monde, parce qu'elle était vraie. Je me suis avancée vers une pièce posée sur l'enclume, une volute d'essai, encore rugueuse, pas parfaite. Julien l'a prise avec des pinces, me l'a montrée. Regardez, ici, le martelage de finition est trop régulier, ça fait 9. Je dois casser cette perfection. Les anciens laissaient une irrégularité vivante, comme une respiration. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre avec un humour sec. Dans notre famille, on a toujours préféré les respirations contrôlées. Et la souris, cette fois franchement. Justement, le fer n'obéit pas au salon. Il a reposé la volute et a essuyé ses mains sur son tablier sans réussir à les rendre propres. Ce détail m'a frappé. Il ne cherchait pas à sauver les apparences devant moi. « Pourquoi » ai-je demandé. « Pourquoi vous infligez cela ? Vous aviez la voie facile, les bureaux, les signatures, le pouvoir sans brûlure. » Julien a levé les yeux vers moi, pas avec défi, avec une patience étonnante. Parce que je ne veux pas être un héritier décoratif, je ne veux pas gérer un patrimoine comme on gère une ligne budgétaire. Je veux comprendre ce que je protège. Il a désigné le plan du portail. Votre portail n'est pas un symbole abstrait, c'est une structure. Il a été assemblé avec des rivets forgés, pas des vis industrielles. Les feuilles d'acalante ont été repoussées à la bouterolle. Les torsades ont été faites à chaud, pas à la machine. Si on le remplace, on ment. Si on le maquille, on oublie. Moi, je veux le sauver. Je l'ai regardé, longtemps. Dans le silence, on entendait le souffle de la forge et dehors, la ville qui passait sans nous. J'ai pensé à mon mari, au patriarche, à ses phrases sur « la main qui fait ».
Il le disait parfois pour impressionner. Julien, lui, le vivait. « Et si vous échouez ?» ai-je demandé. Il n'a pas détourné le regard. Alors j'aurais au moins échoué en essayant de préserver quelque chose de vrai, ce qui, je crois, vaut mieux que réussir en trahissant. Je me suis approchée, lentement, jusqu'à être à portée de ses mains. J'ai vu de près une brûlure récente sur sa paume, une marque rouge, nette, une trace de feu sur une peau encore jeune. « Vous savez ce que ça fait ?» ai-je murmuré presque pour moi, « quand une famille se brûle ?» Il a répondu doucement, « Oui, mais parfois c'est la seule façon de sentir qu'on est vivant. » À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus une révolte, c'était une fidélité différente, plus dangereuse, parce qu'elle n'obéissait à personne. Et dans cet atelier, au milieu de la poussière et des étincelles, ma fierté a vacillé, pas en se brisant, en se transformant. Je ne donne jamais une seconde chance par bonté. Je la donne pour voir si l'autre mérite la première. Cette nuit-là, en quittant l'atelier, j'ai compris que la conversation ne suffisait plus. Les mots, même les meilleurs, restent des bijoux. Ils brillent, ils séduisent, ils mentent parfois. Le faire, lui, ne ment pas. Il se tord, il casse, il tient, il prouve. Le lendemain, j'ai convoqué tout le monde au petit salon. Pas un conseil de famille, ce terme est vulgaire, il fait penser à des héritiers impatients. Non, une réunion de gestion du patrimoine, comme on dit pour donner une tenue administrative aux émotions. Le père de Julien est arrivé avec son air d'homme déjà offensé. Sa mère, avec un sourire qui cherchait à recoller les morceaux avant même qu'ils ne soient tombés. 2 tantes se sont ajoutées, par réflexe de surveillance. Dans les grandes familles, on aime être témoin d'un drame, surtout quand il ne vous concerne pas directement. Julien est entré le dernier, sans ostentation. Il portait une chemise simple, et ses mains, même nettoyées, avaient gardé cette teinte sombre au pli, signe que la suie connaît les raccourcis. Je l'ai laissé s'asseoir, puis j'ai posé sur la table une photographie imprimée du portail. Le ventail tordu, la volute écrasée, le médaillon cabossé. La preuve, la blessure. Voici ce que le vent a fait de notre nom, ai-je dit. Son père a voulu parler d'assurance, je l'ai arrêté d'un geste. L'assurance ne restitue pas la main du 18e, elle restitue de l'argent, et l'argent n'a jamais su faire une feuille d'acanthe. Un petit silence, puis j'ai regardé Julien. Vous m'avez montré des plans, des intentions, maintenant je veux un acte. Il a sorti un dossier, un vrai, structuré, presque administratif. Cela m'a amusé. Même dans la forge, il restait mon petit-fils. Il avait prévu une note de méthode. Diagnostic, démontage, redressage à chaud, reprise des gonds, reconstruction des éléments manquants, finition, anticorrosion, patine. Il avait même indiqué des alternatives, soudure discrète ou rivet forgé, selon l'état de la matière ancienne. Sa mère a lu les pages comme on lit une langue étrangère. Son père, lui, a cherché la faille. C'est dangereux et ridicule. Nous allons confier cela à une entreprise spécialisée, avec des certifications. Julien a répondu sans haussement de voix. Je suis qualifié, j'ai un CAP ferronnerie d'art, et je travaillerai avec un compagnon pour les opérations lourdes. Je peux aussi déclarer l'intervention comme chantier de restauration, avec devis et facture, tout sera régulier. J'ai noté ce mot « régulier ». Il avait compris que le monde des mains en France est aussi un monde de règles, assurance, responsabilité, conformité. Il ne jouait pas au forgeron, il s'installait dans la réalité d'un métier. Je me suis tournée vers son père. Vous vouliez qu'il apprenne la vie, il l'apprend, et vous voudriez maintenant lui reprendre le droit d'essayer. Il a serré la mâchoire. Il joue avec notre image. Julien a eu une pointe d'ironie, légère comme un coup de lime. Votre image, père, est déjà tordue, le portail le prouve. Un souffle a parcouru la pièce. Sa mère a murmuré « Julien !» Je l'ai interrompu. « Laissez-le. Une famille qui interdit la vérité finit toujours par l'entendre dans une procédure judiciaire. » Cette phrase a calmé tout le monde. La peur du droit est un excellent sédatif.
Je me suis levée et j'ai prononcé ce qui devait être prononcé, avec la douceur tranchante des femmes qui ont appris à ne pas trembler. Vous avez 2 semaines. Les regards se sont figés. 2 semaines, a répété sa mère, déjà au bord de la panique. 2 semaines, ai-je confirmé. Avant la commémoration de votre grand-père. Ce jour-là, la maison ouvrira ses grilles. Si le portail est une honte, ce sera public. Si le portail est sauvé, ce sera public aussi. Je ne veux pas de victoire secrète. J'ai fixé Julien. Vous réparez le portail, vous le réparez vraiment. Pas une maquillage, pas une imitation, une restauration respectueuse, conservation maximale de la matière originale, reprise invisible, finition juste. Vous travaillez nuit et jour s'il le faut, vous présentez un résultat et moi je tranche. Son père a ricané froidement. Et s'il échoue? J'ai répondu sans le regarder. Alors il ferme l'atelier, il revient au groupe, sans discussion, et il signera, avec mon stylo. Julien a inspiré. J'ai vu le lutter contre une émotion. Puis il a relevé la tête. Et s'il réussit? Je me suis approché de lui, assez près pour que ma voix ne fût qu'à lui. S'il réussit, ai-je dit, je viendrai au portail avec vous, et je dirai devant tout le monde que la main de mon petit-fils protège mieux notre nom que tous vos discours. J'ai reculé. La pièce était devenue silencieuse comme une chapelle avant le serment. Julien a fermé son dossier, il n'a pas dit merci, il n'a pas demandé pardon, il a simplement répondu avec cette sobriété qui chez lui sonnait comme une promesse. Très bien, 2 semaines. Et dans ce mot, j'ai entendu non pas une rébellion d'un jeune homme, mais le son d'un marteau qui accepte de frapper jusqu'à ce que le fer cède ou que la main se brise. Je n'ai pas dormi durant ces 2 semaines. Pas parce que je m'inquiétais, je ne m'accorde pas ce luxe, mais parce que la maison, privée de son portail, semblait respirer autrement, comme si un poumon extérieur avait été arraché. Je recevais des nouvelles sans en demander. Des bribes, une commande d'acier plat qualité forgée, des rivets sur mesure, un devis d'argon, des gants en croûte, des disques à lamelles, la comptabilité de la fatigue. Dans notre famille, on comprend mieux les sacrifices quand ils ont des lignes et des chiffres. Un soir, j'ai cédé à ce que j'appelle la curiosité, et que d'autres nommeraient faiblesse. Je suis retournée près de l'atelier, tard, très tard. La ville était presque vide. Les vitrines des bureaux, au loin, luisaient comme des aquariums froids. Et, dans la rue de Julian, une lumière battait, intermittente, bleue, comme un phare nerveux. Par l'entrebâillement, je l'ai vu. Il travaillait sur un des éléments récupérés du portail, une volute arrachée, tordue, qu'il avait redressée à chaud, lentement, comme on redresse une épaule disloquée. La pièce rougissait sous la flamme, puis sombrait au noir, puis revenait au rouge. À chaque cycle, il prenait l'enclume comme un confident et le marteau comme une vérité. Il frappait, pas fort, juste. Le son était clair, net, sans rage, un son d'artisan. Quand il passait à la soudure, l'atelier devenait bleu, une lueur vive, presque marine. Le cordon se dessinait comme une cicatrice lumineuse. Puis il meulait, avec une patience cruelle, jusqu'à rendre la reprise invisible, respectueuse. Il parlait peu, il respirait dans le rythme du métal. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas lui, ce sont ses parents. Je les ai aperçus une nuit, immobiles près de la table, comme des invités perdus. Le père, d'ordinaire si sûr de lui, tenait une pièce dans ses mains maladroitement, comme si le poids l'obligeait à penser. La mère observait les croquis, le visage éclairé par la lumière bleue, et je lisais sur ses lèvres un mot muet, « mon fils ». Pas « l'héritier », pas « l'erreur », juste « mon fils ». Julian a levé la tête et leur a donné une instruction simple. « Tenez ici, ne bougez pas, si ça glisse, ça marque ». Le père a obéi, sans ironie, sans pouvoir. Dans cet atelier, les rôles se renversaient. L'enfant commandait, le père exécutait, et personne ne perdait sa dignité. Au contraire, il la retrouvait, chacun à sa façon.
Dehors, je suis restée dans l'ombre, la gorge serrée. La lueur bleue liait le passé et le présent comme un fil de feu. Et je me suis demandé, pour la première fois, si ce n'était pas moi, Geneviève, qui allais devoir apprendre à changer de forme. Le jour de la commémoration est arrivé avec un ciel d'hiver clair, presque indifférent. La maison s'est remplie comme elle le fait toujours. Des manteaux sombres, des voix basses, des phrases polies qui sonnent comme des prières apprises. On venait honorer un homme et, sans le savoir, juger un portail. Je me suis tenue près de l'entrée, droite, calme, le visage fermé comme une porte qu'on n'ouvre qu'au bon moment. Les invités s'approchaient, ralentissaient, levaient les yeux vers la grille, et je voyais dans leurs regards l'attente du défaut. Ils espéraient une cicatrice visible, une preuve que le temps gagne toujours. Mais le portail était là, redressé, réajusté, rendu à sa verticalité ancienne sans arrogance. Les volutes avaient retrouvé leur courbe vivante, pas trop parfaite. Les feuilles d'acanthe semblaient encore porter le souffle du marteau d'autrefois. Les reprises, là où le vent avait humilié le métal, étaient invisibles, non parce qu'elles étaient cachées, mais parce qu'elles étaient justes. Une patine profonde unifiait l'ensemble, ni neuve, ni vieillie artificiellement. Une couleur de nuit, légèrement chaude, comme un secret bien gardé. Un homme s'est présenté, sobrement, costume gris, badge discret. Il venait du ministère, a-t-on murmuré, de ceux qui passent parfois pour vérifier ce qu'on prétend conserver. Il a observé longtemps, sans parler. Puis il a demandé « Qui a fait cela ?» Le père de Julien a hésité. C'était un de ces instants où l'orgueil choisit entre le mensonge et la honte. La mère a posé une main légère sur son bras, comme une permission de vérité. Julien a avancé. Moi, avec un compagnon pour certaines manœuvres, CAP ferronnerie d'art, atelier à la guillotière. Le fonctionnaire a hoché la tête, a effleuré du regard un rivet. Reprise respectueuse, assemblage cohérent, vous avez compris la logique d'origine. Il s'est tourné vers moi. Madame, vous avez de la chance. Beaucoup remplacent, peu restaurent. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. J'ai laissé mon visage se détendre. Je me suis approchée de Julien. Dans le silence, j'ai pris un tablier de cuir, celui qu'il portait parfois, et je le lui ai tendu, devant tout le monde, comme on remet un insigne. Les murmures ont cessé. Les familles adorent les symboles, surtout quand ils les dépassent. « Mettez-le », ai-je dit. Il a obéi, et j'ai vu dans ce geste simple la fin d'un malentendu. Je me suis penchée vers lui, assez près pour que mes mots soient intimes et publics à la fois. La vraie intelligence, ai-je murmuré, ne se tient pas seulement dans les livres, elle se forge, et vos mains, Julien, viennent de protéger l'âme de cette maison. Son père n'a rien dit, mais il a regardé son fils comme on regarde enfin quelqu'un qu'on n'avait jamais pris le temps de voir. Sa mère a essuyé une larme sans la laisser tomber, élédante jusque dans l'émotion. Quand les invités ont franchi le portail, ils l'ont fait plus lentement, comme si, pour la première fois, ils comprenaient que ce métal n'était pas un décor, mais un passage. Et moi, Geneviève, j'ai senti une certitude tranquille. Notre blason n'était plus seulement gravé sur l'or d'un stylo, il brillait, désormais, dans une étincelle de travail, entre le feu, la sueur et la dignité. Il existe des héritages qui s'usent quand on les protège trop bien, et d'autres qui se sauvent uniquement quand on accepte de les salir un peu. À travers Julien, j'ai compris tardivement une vérité que mon rang m'avait longtemps permis d'ignorer. Le savoir sans le geste devient une abstraction, le prestige sans l'effort devient une coquille vide, et l'amour familial sans reconnaissance mutuelle finit par se transformer en conflit silencieux. Nous parlons souvent de transmission comme d'un passage de clés, de titres, de responsabilités, mais la véritable transmission est plus exigeante. Elle oblige l'aîné à lâcher le contrôle et le plus jeune à payer le prix réel de son choix, sans raccourci, sans protection excessive,
sans mépris non plus. Julien n'a pas rejeté son héritage, il l'a traduit dans un autre langage, un langage que ses parents ne parlaient plus, celui des mains, de la matière, du temps long. Et moi, Geneviève, j'ai appris qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une famille que de croire qu'elle sait déjà ce qu'un enfant doit devenir. Et vous, avez-vous déjà choisi une voie que votre famille ne comprenait pas ? Avez-vous, au contraire, été ce parent ou ce grand-parent qui a cru savoir mieux, par amour, par peur, par habitude ? Existe-t-il dans votre histoire un conflit entre ce que l'on attendait de vous et ce que vous étiez réellement capable d'aimer ? Les grandes blessures familiales ne naissent pas toujours de la haine, elles naissent souvent de l'incompréhension polie, des silences trop et bien élevés, des rêves rangés en nom de la raison. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé un souvenir, une décision, un regret ou une fierté cachée, je vous invite à nous écrire. Racontez-nous votre parcours, votre rupture, votre réconciliation ou celle que vous attendez encore. Votre témoignage peut rester anonyme. Votre histoire mérite d'être entendue. Car derrière chaque lignée, chaque maison, chaque nom respecté, il y a toujours une étincelle fragile, prête à s'éteindre ou à éclairer toute une vie. £4.30 for an oat milk flat white is criminal. Well, everyone's obsessed with the mini egg cookie ones, Jim, right? Those are the ones that Soraya has a deep and profound relationship with. They're so good. Or maybe I'll get some. I couldn't fucking get them yet anywhere either. The only place I saw them once was in M&S in Euston, of all places, and I didn't have any hands to carry them. Queued it for 2 hours. Fuck off. Raspberry and white chocolate are new. Oh, they are new. They have shortbread with chocolate buttons. Oh my god. Filth. Okay, guys, this is Kate's weekend. You all know Kato and Querton. Is that how we say Tom's username? I feel like I've never said Tom's username out loud before. Anyway, that is insufferably cute, Kate. Like Querton. Insufferably cute. You look at you guys. Oh my god, Kate, your nails. Oh my god, you always have such good nails. Kate, that's so cute. Yeah, it does. It makes me feel really lonely inside. Sorry, anyway, moving on. Oh my god! Is this with his digicam or is this on a streaming camera? Or is this his digicam? I've heard such good things about digicams. It's on his OBS, okay.